Dans le Far West, rien n'était romantique. C'était bruyant, poussiéreux et mortel. De vastes plaines, des horizons infinis, et quelque part au loin, un cavalier solitaire. Mais derrière cette apparente tranquillité, le danger rôdait constamment. Les conflits étaient omniprésents entre colons et peuples indigènes, entre hommes de loi et hors-la-loi, ou simplement entre des gens qui luttaient pour leur survie. Dans un monde sans ordre clair, ce n'était pas la loi qui était respectée, mais l'arme. Avec l'expansion vers l'Ouest et les affrontements sanglants du XIXe siècle, la demande d'armes à feu a rapidement augmenté. Les nouvelles technologies ont rencontré une réalité rude, et soudain, chacun était contraint de se protéger, sa famille, sa terre ou simplement sa propre vie. Les armes sont devenues plus que de simples outils. Elles sont devenues des symboles de pouvoir, de peur et de contrôle. Mais toutes les armes n'ont pas écrit l'histoire. Quelques-unes se sont démarquées par leur innovation, leur efficacité mortelle ou les légendes qu'elles ont créées. Ce sont précisément ces armes qui sont encore aujourd'hui profondément ancrées dans l'imaginaire européen du Far West. Et aujourd'hui, nous prenons un chemin inhabituel. Nous ne commençons pas par l'arme la plus célèbre, mais nous montons pas à pas jusqu'à celle qui a changé l'Ouest pour toujours. Avant même que le Far West n'acquiert sa réputation légendaire, une arme s'était déjà assuré une place sur les champs de bataille de l'histoire. Le Colt Army Model 1860. Développé par Samuel Colt lui-même, ce revolver n'était pas simplement une évolution des modèles précédents, mais un pas décisif vers plus de précision, plus de puissance de feu et surtout plus de contrôle au combat. Basé sur l'ancien Colt Navy 1851, le modèle 1860 a repris de nombreux éléments éprouvés, mais a été conçu pour des calibres plus puissants. Avec son calibre 44, un barillet rotatif à 6 coups et une portée impressionnante allant jusqu'à environ 100 yards, ce revolver offrait une combinaison de puissance, de pénétration et de précision qui le rendait particulièrement attrayant pour les soldats. En fait, plus de 200 000 exemplaires ont été produits et près de la moitié d'entre eux ont été directement livrés à l'armée des États-Unis. Ce qui distinguait vraiment le Colt 1860, cependant, c'était sa conception. Malgré sa robustesse, il était relativement léger et élégant. Cette caractéristique le rendait particulièrement populaire auprès des unités de cavalerie, car il pouvait être porté facilement à la ceinture et être rapidement tiré au moment décisif. À une époque où les secondes décidaient de la vie ou de la mort, c'était un avantage inestimable. Sur les champs de bataille de la guerre civile, le revolver a rapidement fait ses preuves. Les soldats de l'Union et de la Confédération l'ont utilisé, appréciant sa fiabilité et son énorme pouvoir d'arrêt. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Après la guerre, le Colt Army 1860 a trouvé son chemin vers l'Ouest, entre les mains des hommes de loi, des tireurs d'élite et des hors-la-loi. Des noms comme Jesse James ou Porter Rockwell sont souvent associés à cette arme, ce qui n'a fait que renforcer son statut légendaire. Et pourtant, malgré tous ses succès et sa large diffusion, le Colt Army 1860 n'était pas l'arme qui a défini l'Ouest. Il était une partie importante de l'histoire, mais pas son apogée. Si la taille devait décider de la vie ou de la mort, cette arme n'aurait jamais écrit l'histoire. Mais c'était tout le contraire. La Derringer de Philadelphie a prouvé que le danger mortel n'avait pas besoin d'être bruyant ou grand. Parfois, il tenait dans une poche de veste. Développée par Henry Derringer et produite entre 1852 et 1868, elle fut l'un des pistolets de poche les plus connus de son époque et devint rapidement le symbole d'un pouvoir caché. Contrairement aux revolvers plus grands, la Derringer était faite pour la discrétion. Petite, légère et facile à dissimuler, elle pouvait être portée discrètement dans les bottes, les manteaux ou les poches. C'est précisément pour cela qu'elle était particulièrement prisée des joueurs, des voyageurs, mais aussi de ceux qui opéraient dans l'ombre, hors la loi, escrocs ou hommes, préférant dissimuler leurs véritables intentions. Son fonctionnement était relativement simple, mais nécessitait de la prudence. Après chaque tir, l'arme devait être rechargée, un processus qui impliquait de verser de la poudre noire, d'insérer une balle et de placer une amorce. La précision était moins cruciale, car de nombreux modèles n'avaient en guère de dispositif de visée. La Derringer n'était pas une arme pour les longues distances, mais pour le moment décisif à bout portant.
C'est précisément en raison de ces caractéristiques qu'elle était souvent portée par paire. Un coup pouvait suffire, mais si ce n'était pas le cas, un second devait suivre immédiatement. Cette incertitude la rendait imprévisible, mais aussi dangereusement efficace entre de bonnes mains. Sa célébrité atteignit cependant un sombre apogée bien loin du Far West. C'est une Derringer de ce type que John Wilkes Booth utilisa pour assassiner le président Abraham Lincoln. Un moment qui changea à jamais l'histoire des États-Unis et assura à cette petite arme une place dans l'histoire qu'aucune taille n'aurait jamais pu garantir. Alors que de petites armes cachées agissaient dans l'ombre, d'autres dominaient ouvertement les champs de bataille et peu incarnaient autant la puissance militaire que le Springfield Trapdoor. Ses origines remontent à l'époque qui a suivi la guerre de sécession américaine, lorsque l'armée commença à transformer ses anciens fusils à chargement par la bouche en carabines à chargement par la culasse moderne. C'est précisément là qu'est né l'un des fusils les plus influents de la frontière. Les premiers modèles, notamment le Springfield Model 1866, étaient initialement conçus comme des fusils à percussion annulaire de calibre .58, mais ils évoluèrent rapidement. Bientôt, des cartouches à percussion centrale plus puissantes furent introduites, jusqu'à ce que le célèbre modèle 1876 ne voie le jour. Celui-ci tirait des projectiles de calibre .45 avec une charge de poudre noire qui générait une puissance de pénétration impressionnante. Avec une vitesse initiale d'environ 410 mètres par seconde, le fusil pouvait être efficace de manière fiable même à de plus grandes distances, un avantage décisif dans les combats imprévisibles de l'Ouest. Le système dit « trapdoor », trappe, où la culasse se relevait vers le haut, permettait un rechargement plus rapide que les systèmes plus anciens. Pour les soldats, cela signifiait plus de contrôle et une cadence de tir plus élevée dans les moments critiques. C'est précisément pourquoi le Springfield est devenu une arme standard de l'armée américaine et a été utilisé dans de nombreux conflits contre des tribus indigènes telles que les Comanches ou les Apaches. Cependant, comme toute arme, ce fusil avait aussi ses faiblesses. Les premières versions utilisaient des douilles en cuivre qui pouvaient se coincer dans la culasse après le tir, coûtant de précieuses secondes au combat. Des améliorations ultérieures avec des douilles en laiton ont considérablement réduit ce problème et ont fait du Springfield une arme beaucoup plus fiable. Malgré ces difficultés, le Springfield Trapdoor est resté en service pendant des décennies et a façonné de manière significative les affrontements militaires dans l'Ouest. Ce n'était pas un symbole d'individualité comme les revolvers des cow-boys, mais un outil de violence organisée qui pouvait influencer le cours de bataille entière. Avant que les revolvers ne deviennent un élément indissociable du Far West, il y eut un moment où tout commença. Et ce moment porte le nom de Colt Patterson. Développé par Samuel Colt et breveté en 1836, cette arme fut l'un des premiers revolvers commercialement réussis et jeta les bases de tout ce qui allait suivre. Contrairement aux armes un seul coup précédentes, le Colt Patterson était équipé d'un barillet rotatif à 5 coups. Ce concept a fondamentalement changé la manière de combattre. Soudain, un tireur pouvait tirer plusieurs coups sans avoir à recharger immédiatement. Un avantage décisif à une époque où les secondes décidaient de la vie ou de la mort. Avec une portée effective d'environ 60 mètres, le revolver n'était pas seulement innovant, mais aussi pratiquement utilisable. Il a été fabriqué dans une usine à Paterson, New Jersey, où environ 2800 exemplaires ont été produits en 6 ans. Malgré ce nombre relativement faible, sa réputation s'est rapidement répandue. Au début, le revolver était cependant considéré comme sujet au dysfonctionnement et était vu avec scepticisme par beaucoup. Ce n'est qu'avec des améliorations techniques, comme l'introduction d'un levier de chargement en 1839, que sa fiabilité a pu être considérablement augmentée. Le Colt Patterson connut sa véritable percée au Texas. Les Texas Rangers, en particulier, reconnurent le potentiel de cette arme et l'utilisèrent avec succès dans leurs conflits. Sous la direction du capitaine Jack Hayes, le revolver devint un facteur décisif dans les affrontements contre divers groupes de guerriers. Samuel Walker, un autre officier, était également si convaincu par l'arme qu'il en a activement promu le développement ultérieur. Le Colt Patterson était plus qu'une simple arme, il était le début d'une révolution. Sans lui, bon nombre des revolvers ultérieurs et plus célèbres
n'aurait probablement jamais existé. Et pourtant, malgré son immense importance, il est aujourd'hui dans l'ombre d'une autre arme. Une arme qui non seulement a influencé l'Ouest, mais l'a défini. Et puis nous arrivons à l'arme qui, comme aucune autre, a façonné le mythe du Far West, la Winchester Model 1873. Ce n'est pas sans raison qu'elle a souvent été appelée l'arme qui a conquis l'Ouest. Ce n'était pas simplement un fusil, mais un symbole de pouvoir, de progrès et de supériorité à une époque où ces mêmes qualités décidaient du destin de régions entières. Fabriqué à partir de 1873 et produit pendant des décennies, ce fusil à répétition a atteint une diffusion inégalée. Plus de 700 000 exemplaires ont été vendus, un chiffre qui montre bien l'importance de cette arme dans la vie quotidienne des gens. Qu'il s'agisse d'un homme de loi ou d'un hors-la-loi, d'un colon ou d'un soldat, la Winchester 1873 était partout présente. Un avantage décisif résidait dans son mécanisme à levier. Celui-ci permettait aux tireurs de tirer plusieurs coups rapidement, les uns après les autres, sans avoir à reposer l'arme. Dans une situation où chaque seconde comptait, cela pouvait faire la différence entre la vie et la mort. S'y ajoutait la possibilité d'utiliser des munitions également utilisées dans les revolvers. Cela signifiait moins d'efforts de transport et une énorme efficacité pratique au quotidien. Le fusil était particulièrement populaire auprès des Texas Rangers ainsi que de nombreuses personnalités célèbres du Far West. Des noms comme Billy the Kid, Pat Garrett ou même des hors-la-loi notoires comme Butch Cassidy sont étroitement liés à la Winchester 1873. C'était une arme qui n'était pas seulement utilisée, elle est devenue partie intégrante des légendes. Grâce à sa polyvalence, sa fiabilité et sa diffusion, la Winchester Model 1873 est devenue ce que l'on connaît aujourd'hui comme le symbole ultime du Far West. Quand on pense aux cow-boys, aux duels dans la poussière et au son d'un fusil rechargé, c'est souvent précisément ce modèle qui apparaît à l'œil intérieur. Et c'est précisément pourquoi elle se trouve ici à la fin. Non pas parce que c'était simplement une autre arme, mais parce qu'elle porte en elle l'essence de toute une époque. Le Far West n'était pas un mythe, mais une lutte pour la survie, et ces armes décidèrent de la vie ou de la mort. Du Colt Patterson comme point de départ au Winchester 1873 comme apogée, une évolution claire se dessine. Plus de puissance de feu, plus de contrôle, plus d'influence. Au final, il ne reste pas seulement de l'histoire, mais un mythe qui perdure encore aujourd'hui. Laquelle de ces armes t'impressionne le plus?